Ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, une bonne nouvelle, les meilleures villes pour l'entrepreneuriat féminin et notamment au sein de la tech. Et vous allez voir que Paris a beaucoup progressé. On va en parler avec Florence Ropion, elle est vice-présidente et directrice générale de Dell Technologies France. Elle est membre du Haut Conseil à l'égalité, puis elle est aussi membre de l'AFNUM, qui est l'Association française des industries numériques. Elle a un baromètre à nous présenter. Elle est notre invitée. Smart Philo, vous avez tous maintenant entendu parler du GPT-4. Il suscite une vive polémique, beaucoup d'inquiétudes. On va en parler avec Xavier Pavie. Il est philosophe et ça sera évidemment l'analyse d'un philosophe sur cet outil qui risque peut-être de supprimer des emplois. Cercle RH et la parentalité. On va en parler dans notre débat. Son utilité, c'est une marque employeur, un outil de rétention, mais on en parlera avec nos invités, des experts. C'est aussi un outil de performance vie privée et vie pro. Quand elles se marient, eh bien, ça fait des salariés épanouis. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer, les besoins RH dans les énergies renouvelables avec une entreprise The Energy. Et nous aurons Mathieu Lassagne, son président. Il nous parlera bien de ses ambitions, notamment dans le recrutement de ces métiers. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la tech au féminin et d'un classement des meilleures villes justement pour l'entrepreneuriat féminin. On en parle avec Florence Ropion. Bonjour Florence. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la vice-présidente directrice générale Dell Technologies France. Vous êtes donc une femme à la tête d'une très grande entreprise de la tech. D'abord, un petit mot sur Dell et ses engagements, parce qu'on va parler de ce baromètre. On va faire quand même un petit cocorico, parce qu'on voit que Paris, et de fait la France, a progressé. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi Dell s'empare de ce sujet? Pourquoi c'est important pour vous? Ça fait partie de notre ADN. Notre président, notre CEO et fondateur depuis le début de l'histoire est Michael Dell. Michael Dell a créé son entreprise et en même temps, Michael, comme il le dit souvent, quand j'ai mon nom sur une entreprise, j'ai encore plus à cœur d'avoir des valeurs. Et chez Dell, au-delà de tout le business qu'on peut faire, on est très attaché aux valeurs. On a tout un tas de groupes d'initiatives dans l'entreprise qui vont travailler sur différents sujets comme le handicap, comme l'environnement, différents sujets, dont la diversité et l'inclusion. C'est la raison pour laquelle cette enquête rejoint les deux mondes, à la fois le business, l'entrepreneuriat et la diversité et l'inclusion. Le nouveau classement Dell des meilleures villes au monde pour le développement des entreprises dirigées par des femmes. Alors là, c'est très intéressant parce que vous avez des éléments de comparaison. Paris était, je crois, à la 16e place, me semble-t-il. On arrive à combien? Paris est arrivé à combien là, dans ce nouveau baromètre? Paris est passé de la 8e place en 2019 à la 4e place au dernier baromètre 2023. Londres, New York, San Francisco, alors c'est des villes qui ne nous étonnent pas, mais Paris, puis Stockholm, donc Paris est remonté. C'est quand même un élément important parce que sur ce plateau, on en parle beaucoup de l'importance d'avoir des femmes dans la tech, des talents dans la tech, des entrepreneuses de la tech, femmes. C'est quoi ce phénomène? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Paris remonte? C'est vous, c'est vos actions, c'est la pédagogie, c'est les médias? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans le classement, on a deux villes françaises. On a Paris qui a monté, on a Montpellier qui vient de rejoindre le classement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour notre nation. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ce baromètre repère les efforts ou les améliorations autour de 5 domaines. Donc il y a l'accès au marché financier, l'accès au capital, l'accès au talent, à la culture et à la technologie. Et là où Paris a performé, c'est autour de la catégorie talent, puisqu'on est passé à la 2e place. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que on a en France des écoles, des grandes écoles qui sont de plus en plus reconnues sur le marché européen, voire mondial, pour acquérir de nouveaux talents et des talents avec une main-d'œuvre qualifiée. Un mot sur le Brexit, parce qu'on voit quand même que Londres domine. Alors on aurait pu imaginer que Londres décroche. Non, Londres reste toujours un pays, et en tout cas une ville qui attire, malgré le Brexit. C'est-à-dire que ça reste quand même, malgré tout, un pôle d'attractivité. Et Paris progresse, peut-être va rejoindre Londres un jour.
Oui, pour autant, Paris a progressé sur l'accès aux capitaux et passé à la 7e place. Oui. Et on a aussi un gouvernement qui est très moteur, puisqu'en 2019, notre président Macron avait mis plusieurs milliards de dollars sur la table, justement pour encourager les startups dans la tech. Donc il y a différents phénomènes, différentes actions, initiatives qui permettent à Paris de prendre le bon chemin vers la réussite et rejoindre... collecter toutes les conditions de réussite pour l'entrepreneuriat féminin. Un mot quand même sur l'attractivité, parce qu'il faut le souligner, c'est Paris et l'Île-de-France, pour être précis, c'est pas que les 20 arrondissements ou les 17, c'est aussi parce qu'il faut resituer, on a beaucoup d'écoles dans l'écosystème de l'Île-de-France, les grandes écoles d'ingénieurs, les écoles prestigieuses, ça joue aussi comme levier d'attractivité, j'imagine. Ah, ça joue énormément. Ça joue énormément. Paris, région Île-de-France, d'ailleurs, est une des régions où on a le plus d'éducation, d'étudiants, comparé à d'autres villes. Sur le classement que nous avons, je voudrais qu'on le précise quand même pour ceux qui nous regardent, c'est une mobilité mondialisée de ces talents de la tech, où on parle de talents, et Paris 4e, de talents françaises, j'allais dire made in France, formés en France. Où est-ce qu'on est sur un marché, je dirais presque comme dans le football, où il y a un marché des talents de la tech et qui se balade entre l'Inde, l'Asie et puis l'Europe? Là, c'est par pays. L'enquête, elle est menée sur 55 villes, je dirais même. C'est vraiment lié à la ville et son environnement. Un dernier mot avant de nous quitter, parce que j'ai évoqué vos doubles casquettes, l'AFNUM, le Haut Conseil à l'égalité, et ça c'est un sujet qui est important. On a trop tendance à situer ces enjeux uniquement, je dirais, en RSE. Vous dites c'est bien plus que ça. La place des femmes dans la tech peut peut-être même transformer le monde, puisque nous sommes tous des utilisateurs de tech, puisque je mets la main sur mon téléphone qui est dans ma poche. Oui, et j'en suis absolument convaincue. La population mondiale, on est répartis 50-50 hommes-femmes. Selon la Commission européenne, si on accélérait les femmes dans les emplois de la tech au même niveau que les hommes, 50-50, on aurait un gain qui serait d'environ 9 milliards d'euros par an de PIB. Pour la France, ça représenterait 10%. Et au-delà de cet aspect économique qui a un impact sociétal, on a besoin de femmes dans la tech parce qu'on a tous des biais et des perceptions. Vous tapez grand-mère dans Google, amusez-vous à regarder les images, ce sont que des photos de femmes, de grand-mères blanches. Vous faites ça pour les bébés, c'est pareil. C'est vital pour notre société d'avoir des femmes dans la tech, et j'appelle les parents, les fédérations de parents d'élèves, qui sont souvent des bloqueurs, à encourager les filles... Pas des blogueurs, mais des bloqueurs. Voilà, c'est ça. À encourager, mais qui sont des bons influenceurs, et à encourager leurs filles à embrasser des carrières dans la tech. Non, vous dites quelque chose qui est très intéressant, parce que vous baignez dedans, mais vous dites finalement, quand on a des femmes en amont, qui sont développeuses, data scientists, qui fabriquent, elles vont avoir une influence sur ce qui va nous arriver, nous, d'une manière très mainstream. C'est de ça dont vous parlez. Absolument. Elles peuvent donc transformer et modifier l'image de la société. Bien sûr, parce qu'on a tous des biais et des perceptions, et c'est comme ça qu'on bâtira une société plus inclusive, surtout que la tech fait partie de nos vies personnelles comme professionnelles. Et vous, Florence, avant de nous quitter, vice-présidente, directrice générale de Dell, qui est une entreprise très connue, qu'est-ce que ça vous a apporté, et qu'est-ce que vous avez apporté, vous, en tant que femme ? Moi, j'ai beaucoup reçu dans ma carrière, et là je suis à un âge où ma carrière est plus derrière que devant, et j'ai envie d'avoir un impact, j'ai envie d'aider les autres. Voilà, c'est tout, j'ai envie de partager. Et d'avoir aussi un discours, excusez-moi, assez militant sur ce sujet. Engagé pour le moins. Oui, engagé parce que je suis convaincue, et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ben non, on n'a pas envie. C'est juste qu'on est tellement habitué à avoir une société d'hommes dans la tech que c'est pas que les gens ne veulent pas, c'est qu'ils n'y pensent pas. Donc on est nombreux. Par contre, en France, par rapport à Londres, et ça c'est important, ils ont des institutions comme Women Organization. Si on compare la France, on a plein d'initiatives, mais peut-être trop, et du coup le message se dilue. Donc centraliser les initiatives et les rendre plus puissantes. Le Dell Women Entrepreneur Cities, cet index dont on a parlé, et on voit que Paris arrive donc à la 4e place. C'est l'index Dell. Merci Florence Ropion d'être venue nous parler de Dell et de vous, finalement, vice-présidente et directrice générale de Dell Technologies France. On tourne une page, mais pas très éloigné d'ailleurs, Smart Philo aujourd'hui, ChatGPT, GPT-4, on en parle, les journaux, les experts, les philosophes. Est-ce que cela met en danger nos emplois? Quelle est la force et la puissance de l'outil? On en parle avec Xavier Pavie.
Smart Philo, pour rester dans les sujets tech, vous avez entendu parler de ChatGPT, de GPT-4. Ça suscite une vive polémique parce que les journaux, les experts s'en sont emparés sur, eh bien, c'est la fin de l'emploi, il va détruire certains emplois, et pas l'école bleue, mais l'école blanc. Et on en parle justement, alors c'est intéressant d'en parler avec un philosophe, Xavier Pavie, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination, et je crois l'auteur d'un papier dans les Échos sur ce que peut représenter, ou pas d'ailleurs, ChatGPT ou GPT-4. Globalement, on nous dit qu'il va pouvoir faire le boulot des avocats, le boulot des comptables, le boulot des juristes, et que tous ces métiers-là, ces pans de métiers vont disparaître. Concrètement, c'est le bien, c'est le mal. Philosophiquement, ça représente quoi pour vous, ChatGPT-4 ? Alors, Arnaud, je me suis interrogé avec ChatGPT, GPT-4, en posant la question, qu'est-ce que le bien ? Donc vous avez ouvert l'application, pour le dire concrètement ? J'ai ouvert l'application, j'ai regardé, et je vous lis rapidement. J'ai raccourci un tout petit peu, mais l'idée est exactement celle-ci. Le concept de bien est un concept philosophique, complexe et subjectif qui peut varier en fonction des cultures, des religions, des époques, des individus, des contextes. Et ensuite, je vais avoir 16 notions différentes qui vont être notées, virgule, etc. La définition peut varier selon les croyances, les valeurs de chaque individu. Autrement dit, il va être extrêmement exhaustif pour essayer de tout prendre en compte. Tout embrasser. Tout embrasser. Il y a liberté, sagesse, beauté, harmonie, égalité, fraternité, solidarité, altruisme, compassion, responsabilité, paix et quelques autres que je ne cite pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est qu'il offre un panorama complet, c'est très exhaustif, mais finalement c'est utile ou pas ? Mais en fait, le truc, c'est qu'il va ressortir une exhaustivité, il va prendre tout ce qui existe dans la philosophie, dans l'histoire de la philosophie, il va accumuler, mais ne va pas avoir d'avis, ne va pas avoir d'opinion, ne va pas avoir de conviction. C'est-à-dire qu'avec 16 termes différents pour expliquer le bien et pour terminer en disant que c'est subjectif et que ça va dépendre des valeurs, il nous a rien dit. Il nous a rien dit du tout. Mais c'est un chatbot amélioré en fait, globalement. C'est un chatbot amélioré. C'est globalement une réponse utilitariste qui va nous faire, c'est-à-dire qu'est-ce qui va correspondre au plus grand bien possible, mais ce plus grand bien possible n'est pas forcément une bonne réponse. Ce que l'on doit souvent souligner avec ce type d'outil, c'est que c'est l'utilisateur le plus important, c'est pas l'outil. Et donc l'outil ne nous remplace pas. L'outil peut éventuellement être un super dictionnaire si vous voulez, mais pas de conviction. Ce qu'on va demander à un avocat, vous l'avez dit, ce qu'on va demander à un romancier également, qui va avoir des convictions de l'engagement, il n'y a rien dans GPT-4. Il y a uniquement une somme de données, une accumulation de données, sans aucune conviction ni engagement. Xavier, comment finalement on peut qualifier la réponse qu'il nous donne ? Parce que beaucoup qui nous regardent ont ouvert l'appli, se sont amusés, entre guillemets, à l'exercer, ce chat GPT. Comment on peut qualifier cette réponse qui est donnée ? Alors, c'est une réponse de dictionnaire, c'est-à-dire que c'est une réponse de données, de data en tant que telle. Et on a une somme de data qui est ici. Maintenant, pour expliquer un peu plus en détail, je vais vous donner 2 définitions qui sont données par des philosophes. J'en prends 2, ils ont tous travaillé sur le bien, tous les philosophes travaillent sur le bien à un moment donné de leur vie. 2, rapidement. Le premier, Spinoza, je le cite, « Le bien, c'est tout genre de joie, tout ce qui remplit l'attente. » 6-7 mots. Deuxième exemple, John Locke, « Tout ce qui produit en nous du plaisir. » Autrement dit, GPT-4 n'est incapable à la fois de sortir une telle réponse et à la fois de la comprendre. Autrement dit, quand je vous dis tout ce qui produit en nous du plaisir ou tout genre de joie, tout ce qui remplit l'attente, ça va interroger Arnaud, ça va interroger Xavier, ça va nous interroger sur qu'est-ce que l'on va entendre par cela. Mais ce n'est pas une direction, oui ou non, 1 ou 0, noir ou blanc. Alors c'est une question évidemment difficile et qui est posée d'ailleurs par tous ceux qui écrivent des articles depuis quelques semaines maintenant sur cet outil. À quoi peut donc nous servir GPT-4 finalement ? À travers la fenêtre du philosophe que vous êtes, parce que vous nous rassurez en quelque sorte. Vous dites on ne pourra jamais remplacer espèce d'invisibilité de l'intelligence humaine, quoi. En fait, s'il faut simplement, pardonnez-moi, mais recracher un savoir, on sait que les machines sont bien plus performantes que nous. Au moins, depuis Turing, on sait très bien que c'est plus performant. Donc, évidemment que ça, c'est meilleur que nous. À quoi ça va nous servir ? Il y a 2 choses. La première, c'est montrer à quel point nous sommes dans une paresse intellectuelle, y compris lorsqu'on apprend du par cœur. Autrement dit, apprendre du par cœur, ressortir, recracher, les machines savent le faire mieux que nous. Donc, ça nous apprend à savoir à quel endroit, en creux, est notre valeur ajoutée. Et elle n'est pas dans l'accumulation de savoir. En effet, si nous avons un endroit où il y a un grand nombre de savoirs, prenons-le. Mais par contre, qu'est-ce que l'on va faire du savoir ? Autrement dit, quelle est la valeur ajoutée de l'homme ? C'est ça la question. Elle est dans la créativité, elle est dans la philosophie, elle est dans l'imagination.
On est en train de nous affoler avec des sujets qui s'appelaient Google, puis Siri, Google, GPT-4. Tout ça est dans la même filiation. C'est l'idée qu'on a des outils d'accompagnement à quoi ? À nos prises de décision. Mais nous déciderons toujours. Parce que ça, c'est une question qui est posée aux philosophes. Qui décidera au final ? Mais surtout, c'est un outil qui va nous aider effectivement comme les précédents, mais qui va nous aider pour qu'on puisse penser mieux. L'idée est de réussir à bien penser par nous-mêmes. La difficulté, Arnaud, est que si nous nous formons à ces outils, si nous regardons uniquement les outils sans avoir notre capacité d'imagination, de créativité, de philosophie à partir de ces objets, alors en effet, nous ne serons nous-mêmes qu'esclaves de ces objets. La question, c'est de ne pas être en esclave de ces objets, mais être au contraire, réussir à proposer une véritable pensée unique et originale. Vous l'avez vu, certains commencent déjà à souhaiter une réglementation de l'outil. Que l'Union européenne, que les États commencent à s'emparer d'une réglementation de son utilisation parce que ça peut toucher des secteurs, on évoquait les avocats, lorsque c'est du droit pur, ChatGPT répond bien à la question, mais ne pourra pas faire une plaidoirie au pénal. Vous avez raison. Néanmoins, gardons en tête toujours que l'innovation vient toujours avant la loi. L'innovation vient avant la loi, ce qui signifie qu'on essaie de réguler quelque chose qui existe déjà. Il y a un proverbe anglais qui dit que quand le génie est sorti de la bouteille, on ne peut pas le remettre à l'intérieur. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du génie ? C'est ça, le génie, qui peut être considéré hier comme le mal. Le génie peut être... C'est en grec, c'est le dénon, c'est à la fois le bien et à la fois le mal. La question, c'est comment on utilise les choses. Merci Xavier Pavie d'être venu nous rendre visite. Vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC et à la tête du Centre Imagination. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. On va continuer, nous, à parler de GPT-4, d'ailleurs sous l'angle des RH aussi, parce qu'il impacte aussi les RH. On fait une courte pause, c'est le cercle RH, on parle de la parentalité, vie pro, vie perso, la manière dont les entreprises se sont emparées de ce sujet pour permettre finalement un meilleur engagement, une marque employeur, et on va en parler, une meilleure performance des collaborateurs. On en parle, c'est la parentalité, et c'est le thème de Smart Job, le débat. Le cercle RH, le débat quotidien de Bismart et de Smart Job, on parle de la parentalité. C'est un vaste sujet, on a parlé de la grossesse, de l'accompagnement des mamans, des papas, du congé parentalité. On va parler de tous ces sujets. C'est un vrai challenge pour les RH, outil de rétention, on en parlera. C'est aussi un outil de marque employeur, évidemment, pour attirer des talents. Et puis on en parlera parce qu'on ne le dit pas assez souvent, c'est aussi un outil de performance qui permet aux collaboratrices et aux collaborateurs de s'engager peut-être encore plus dans leur vie professionnelle. On en parle avec trois invités, des experts et des acteurs de ce sujet. Justine Garcia, ravie de vous accueillir, DRH de e-tracing, entreprise de la tech. Oui, cybersécurité. De la cybersécurité, vous cartonnez, 450 collaborateurs avec du recrutement et avec des outils, et vous allez nous les évoquer avec nous, des outils justement de parentalité, sur la parentalité. On verra les effets concrets dans votre entreprise. Mohamed Mokrani, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes le DRH des Les Petits Chaperons Rouges. Vous nous parlerez de ce que vous faites très concrètement, parce que vous accueillez vous aussi des parents qui déposent leurs enfants. Vous êtes vraiment au cœur de cette question de la parentalité. Et puis avec nous, Jérôme Ballarin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes le président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Vous êtes l'initiateur de la charte de la parentalité en entreprise. Il faut le rappeler. Vous l'avez lancé en 2008, cet observatoire. Donc il commence à... Faites les 15 ans cette année. Voilà, il a une histoire, il a une densité. Et tome 3, volume 3, guide pratique de la parentalité en entreprise, édité par Grandir la famille au cœur. C'est l'Observatoire. Et je vous montre la couve. C'est le tome 3. Voilà, à découvrir avec beaucoup de choses très concrètes qui est le fruit de votre travail. Et disponible en ligne gratuitement sur notre site internet observatoire-qvt.com. Je vous donne la parole à vous parce que vous avez un regard. J'ai deux DRH sur le plateau qui sont des acteurs vraiment du quotidien, de la réalité. Je ne dis pas que vous n'êtes pas connecté à la réalité, mais vous avez un regard très en hauteur sur ce sujet. Je suis un ancien DRH aussi. Mais... Ancien DRH, absolument. La parentalité, juste un mot un peu d'histoire. À quel moment les entreprises s'en emparent ? Alors, elle s'en empare vers la fin des années 2000, avec le lancement de la charte de la parentalité en 2008. On a beaucoup milité, mais c'est vrai que le terme parentalité sonnait comme un néologisme totalement inconnu en 2008. Donc, on a quand même pas mal
fait de pédagogie pour expliquer cet enjeu de conciliation, vie professionnelle, vie personnelle. Et puis progressivement, ça s'est imposé dans le vocabulaire des DRH et des entreprises. Alors il y a encore du travail pour aller porter la parole auprès des PME, TPE. On relance cette année un tour de France de la parentalité en entreprise. Vous vous déplacez, vous leur dites quoi, ces PME ? On leur dit qu'elles aussi, elles ont un enjeu de performance durable, en s'occupant de la parentalité et de la qualité de vie au travail plus globalement. Parce que c'est vrai que quand on s'occupe de sujets de management, d'évolution des comportements managériaux, d'organisation du travail. On a été dans les pionniers à pousser pour le développement du télétravail. Quand on s'occupe de développer des services, d'accueil des jeunes enfants, de conciergerie, etc., on s'occupe certes des salariés parents, mais aussi de l'ensemble des salariés. C'est des enjeux de qualité de vie au travail. Et pour terminer, j'expliquerai aussi l'évolution de notre nom, Observatoire de la qualité de vie au travail aujourd'hui, alors qu'il s'appelait au départ Observatoire de la parentalité en entreprise, parce qu'on a élargi son champ. Donc la parentalité est un des éléments de la qualité de vie au travail, en tout cas qui y contribue. Tout à fait. Il y a des sujets socles, on va dire, dans la qualité de vie au travail. J'évoquais le management, l'organisation du travail, et la parentalité va rajouter des sujets autour de l'accueil des jeunes enfants, autour aujourd'hui de l'aide au soutien scolaire, autour de la question des aidants familiaux, autour de la monoparentalité, par exemple, etc., de sujets qui sont plus spécifiques. Je me tourne vers vous, c'est assez logique, parce qu'il y a la vision très haute, et puis j'ai envie de dire, côté les petits chaperons rouges, il y a le lien. Vous êtes une entreprise, vous avez, vous aussi, des problématiques de qualité de vie au travail, pour tous ceux qui travaillent chez vous. Et puis, vous accueillez des parents pour leur permettre, bien qu'ils puissent eux-mêmes être dans les meilleures conditions pour aller travailler. En interne, comment ça se passe ? Parce qu'il y a un vrai sujet sur l'attractivité de vos métiers, la difficulté de faire ce métier et la difficulté aussi de garder vos collaboratrices qui sont majoritairement des femmes. Comment ça se passe ? Alors, je vous rejoins assez sur le sujet du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail, puisque nous, en fait, on intervient à deux niveaux. Oui. Le premier en tant que prestataire de services, puisque nous, on est le premier opérateur de crèches privées en France, avec 9000 collaborateurs et 800 crèches. Mais on a aussi une action RH en interne pour nos salariés. C'est ma question. Et à ce titre, on est exemplaire puisqu'on fournit 300 places en crèche à nos propres salariés. Donc, on est notre premier client. Et de ça, c'est pratique. C'est assez pratique et c'est assez apprécié. Parce qu'évidemment, c'est un élément fort d'identité dans l'entreprise et on sait que lorsqu'on confie ses enfants à ses propres collègues, on sait qu'ils seront bien traités avec beaucoup de soins et une qualité pédagogique qui est très, très importante. 42% des salariés souhaitent aménager ponctuellement leurs horaires de travail en fonction des contraintes parentales, ça veut dire les jeunes parents, père ou mère, puisque les choses se sont améliorées, même si dans le tome 3, on découvre quand même que ce sont les femmes, j'ai bien lu. La double journée des femmes. Voilà, la charge mentale, elle est encore là chez les femmes. Beaucoup. Ça se passe comment chez vous ? D'abord, vous êtes une femme à la tête de cette entreprise, DRH. C'est des sujets que vous portiez, vous, en tant que femme, d'abord, avant même de les porter en tant que DRH ? Oui, je pense que déjà à titre individuel, j'ai déjà une fille et bientôt une deuxième, donc je suis moi-même personnellement touchée par cette question de la parentabilité. Et e-tracing, on est nous au cœur en fait de ce sujet-là. On recrute beaucoup de jeunes et notre population, nos collaborateurs ont en moyenne en fait 30 ans. Donc l'âge où on commence à avoir des enfants. Et voilà, on sait qu'en fait aujourd'hui c'est un enjeu même sociétal en fait pour les entreprises, au même titre que par exemple l'écologie. Et je pense aussi que les TPE et les PME ont aussi leur rôle à jouer, peut-être un peu différemment que d'autres. Vous êtes une PME, une belle entreprise, mais vous êtes considérée comme une PME. C'est ça. 100% de femmes augmentées au retour de leur congé maternité. Oui. Alors ça, c'est un peu un punchline de communication, mais si on doit le décrypter en mots simples, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, dès leur retour en fait de congé maternité, elles ont un entretien et même si elles ont été absentes 4 mois, 6 mois ou 1 an, on augmente leur salaire. D'accord, mécaniquement. Mécaniquement. Pour pas qu'il y ait ce trou et ce décalage de salaire qu'on connaît, on dit souvent c'est le congé mat qui a fait que j'ai décroché au niveau salaire. Un mot quand même sur le télétravail et la flexibilité, parce que il y a quand même eu l'effet Covid qui a accéléré tout ça. Oui. De personnes qui aujourd'hui, même quand ils se font recruter, disent attendez, il n'y a rien sur la parentalité dans votre annonce, il n'y a rien sur le télétravail. Moi, je vois télétravail flexible, horaire flexible pour 100% des parents, ça veut dire qu'à la carte, on s'organise, quoi. Exactement.
Alors la parentalité d'ailleurs est revenue sur le devant de la scène, je trouve, depuis le Covid, avec l'école à la maison, le télétravail, etc. Alors le travail c'est beaucoup développé, le télétravail. Je pense qu'il y a encore quand même une révolution managériale et on l'évoque dans ce tome 3 du guide parentalité de l'Observatoire de la QVT en partenariat avec Grandir. Vraiment cette révolution managériale, moi je pense qu'elle doit reposer sur 3 piliers. Le sens, la confiance et l'équilibre de vie. L'équilibre de vie, notamment, on voit dans une enquête IFOP de 2022 que là où 60% des Français accordaient une place très importante à la sphère professionnelle en 1990, ils sont plus que 24% en 2021 et même 21% en 2022. Donc il y a une chute et donc une appétence pour d'autres sphères comme la sphère de la famille. Et ça, le management doit absolument en tenir compte, comme des sujets de confiance, d'écoute, de dialogue, qui sont au cœur aussi de ces sujets de parentalité, pouvoir dialoguer avec son manager, de ces problématiques. J'allais vous le dire, c'est qu'en fait, au-delà de la grande philosophie d'une entreprise que vous portez sur ce plateau avec beaucoup d'énergie, si le corps intermédiaire de l'entreprise, globalement, n'est pas sensibilisé, et qu'on va le voir en disant, écoute, j'ai une galère, parce que ça se passe souvent comme ça, j'ai une galère, il faut que je parte, et que le manager vous dit, bah non, ou si vous le dit en faisant la tête, globalement, on se dit, tout ça est très sympathiquement dit sur les plateaux de télé, mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça, quoi. On peut penser. C'est vrai. Un peu ça. On peut penser l'organisation du travail en développant la flexibilité, le télétravail. Formidable. En se disant qu'on fait une charte qui définit des horaires pour faire des réunions. Pas trop tôt, pas trop tard, pour laisser la place aux gens pour l'organisation de leur vie personnelle. Mais ensuite, sans le relais des managers, clairement, sans l'écoute des managers, sans la compréhension des managers, ça ne peut pas fonctionner. Juste l'entreprise, on lui fait quand même porter, depuis le Covid, encore une fois, beaucoup de responsabilités. Elle a beaucoup d'exigences. Elle doit créer de la valeur, elle doit maintenir son salarié en bonne santé, qui sont des règles de base du Code du travail. Et puis là, on voit quand même que les exigences montent. Des dispositifs RH pour les salariés avec les enfants, on va le découvrir. Des places en crèche. Donc ça vous concerne très directement. Un coaching parental, parce qu'il y a l'angoisse, évidemment, quand on attend un enfant, papa ou maman d'ailleurs, un accompagnement scolaire, un soutien psychologique, ça on l'a vu avec le Covid, ça s'est amplifié, et une conciergerie 2.0. Est-ce qu'une PME de votre taille, aussi dynamique soit-elle, elle est en capacité de pouvoir répondre à cela ? C'est souvent les grands groupes qui sont capables de jouer ces cartes-là. Vous pouvez jouer tout ça ? Alors, tout ça, peut-être pas, mais comme je le disais, je pense que c'est important aussi que les PME en fait prennent ce sujet à cœur et ne prennent pas en fait l'excuse aussi du budget. Nous, on a mis pas mal de choses en place avec des peut-être plus petits moyens exactement, mais il y a quand même pas mal de choses en place et voilà, on pourra en revenir, mais avec un budget raisonnable. Donc il y a des choses à faire. Un mot côté crèche, parce qu'il y a quand même l'idée de maintenant mettre la crèche dans l'entreprise. Ça, c'est aussi des enjeux pour les entreprises privées qui font ce métier. C'est de se dire pourquoi faire autant de chemin. Essayons d'implanter les crèches dedans. Ça, c'est une réflexion que vous menez qui facilite la vie. On pose sa voiture, on emmène son enfant à la crèche et on va bosser, quoi. Et on peut même aller le voir. Alors, notre logique est plutôt un meilleur maillage sur le territoire, puisqu'on a 800 crèches, donc on essaye de les mettre le plus en proximité de là où habitent les gens, parce qu'effectivement, avec les nouveaux modes d'organisation du travail, ils peuvent aussi être en télétravail. Donc, et revenir aussi, exact. Et revenir, donc ça peut être aussi sur le lieu de travail, en fonction près du lieu de travail, en fonction de ce que souhaitent les gens, mais en effet, il y a cette question. Jérôme Ballarin, la suite de tout cela, parce que la parentalité s'inscrit dans une politique de qualité de vie. Encore une fois, je repose un peu des questions presque comme si vous étiez l'historien du sujet, mais ça vient d'en bas, c'est parce que les salariés ont revendiqué, ou c'est parce que les RH, les COMEX ont compris qu'il fallait impérativement insister sur ces sujets, sinon ils ne garderaient pas leurs collaborateurs. Ça vient comment ? Il y a une guerre des talents aujourd'hui, des enjeux de recrutement. Vous me disiez, Justine, que vous aviez 200 personnes à recruter cette année, sur un effectif actuel de l'ordre de 450, exactement, donc 50% d'effectifs en plus. Donc une vraie guerre des talents sur votre secteur de la tech. Et donc voilà, il y a un nouveau rapport au travail, des nouvelles attentes des salariés. Ils vont effectivement être très attentifs aux dispositifs pro-qualité de vie au travail, la capacité de concilier vie professionnelle et vie personnelle, ça va être très important demain. Et puis plus globalement, vous le savez, je porte un projet humaniste pour l'entreprise. Moi, je suis convaincu qu'un être humain est un écosystème qui trouve son équilibre dans une pluralité de sphères d'épanouissement, que ce soit professionnel, artistique, familial, spirituel, sportif, etc. À chacune et à chacun
chacun son propre cocktail, son propre projet de vie. Et je suis convaincu que les entreprises ont tout à gagner aujourd'hui à ne plus regarder le salarié comme uniquement un salarié, mais à le regarder dans une perspective holistique. Mais vous faites du prosélytisme où les entreprises sont vraiment lancées sur le sujet. Est-ce que vous êtes un petit peu décalé par rapport à la réalité? Quand je parle d'humanisme, je porte un idéal, mais en revanche, la notion d'énergie devient de plus en plus importante. On l'a vu avec le droit à la déconnexion. Comment faire en sorte que finalement les gens ne perdent pas leur vie à la gagner, certes, mais aussi puissent se régénérer, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, assèchent pas leur écosystème personnel. Donc ça, c'est des problématiques qui commencent à rentrer dans l'entreprise. Et donc une performance durable, parce que dans ce que vous décrivez là, c'est aussi l'idée de garder le plus longtemps possible en bonne santé psychologique, physique, professionnelle, un collaborateur. Dans vos équipes, encore une fois, le métier de personnes qui accueillent nos enfants dans les crèches, c'est des métiers difficiles, on le sait. Eux aussi, ils ont besoin du care, de l'accompagnement, de soutien. Exactement. Je pense qu'il ne faut pas minimiser l'aspect égalité des chances dans le sujet, parce que dans un contexte de guerre des talents, aujourd'hui, les personnes qui cherchent du travail cherchent aussi à travailler dans des entreprises qui ont un projet, qui donnent du sens, qui ont une responsabilité sociétale, donc des acteurs économiques responsables. Donc il faut avoir en tête qu'un parent est quelqu'un qui a plus de charges mentales, plus de stress, plus de fatigue, des horaires qui sont contraints, parce que parfois il faut rentrer à une heure précise. Parce que la crèche, elle tire le rideau à un moment donné. Voilà. Et non, puis, mais voilà, oui, à un moment donné, les salariés rentrent chez eux aussi. Voilà, c'est pas libre service, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est pas c'est pas 24. Et puis c'est aussi l'intérêt des parents et des enfants, c'est de se voir à un moment donné dans la journée, donc de vivre ensemble avant que les enfants soient au lit. Mais c'est compliqué pour vous le recrutement malgré tout, parce qu'on voit que c'est un des secteurs. On parlait des cafés-restaurants pendant le Covid, mais le secteur du recrutement de la petite enfance, c'est pas simple. Alors c'est très compliqué parce que d'abord ce sont des personnels qui sont diplômés. Donc ça c'est la qualité qu'on doit aux familles, avec des diplômes qui sont les agréments, les bons. Éducateur jeune enfant, auxiliaire de puériculture. Donc on ne recrute que des diplômés quasiment. Et évidemment il y a aujourd'hui 200 places de crèche qui ne sont pas pourvues. Donc le marché existe. Et il n'y a pas assez d'acteurs ou de personnel pour répondre à la demande. C'est effrayant ce que vous dites, parce que c'est aussi une incidence, encore une fois, sur les sujets de parentalité, parce que quand au final, on n'avait pas les salariés pour accueillir les enfants, ça fait que ces personnes reviennent dans l'entreprise et vous disent, moi je suis en grosse galère. Là, pour une PME, là encore une fois, les grands groupes, j'allais dire, elles s'organisent, elles inventent, mais pour une PME, c'est compliqué. Le salarié qui vous dit, moi, je peux pas avoir une personne à domicile, c'est trop cher. La crèche, ça marche pas. Comment ça se passe, ce genre de cas très concret pour une DRH et qui est vraiment un cas de parentalité là? Je pense que là, du coup, nous, en effet, on n'a pas forcément aujourd'hui, nous, on ne propose pas de berceau en fait dans les crèches. On en parlait, tout à l'heure. Ça, vous l'avez pas mis en place? Bientôt. Non, mais c'est un sujet. Vous allez vous voir après. On va se voir après et on va rendre ça possible. C'est un sujet qui est en discussion chez nous, donc on se ferme pas la porte. Après. Comme on le disait, c'est sûr qu'on n'a pas en fait les moyens d'un grand groupe. En fait, c'était la problématique tout à l'heure, en fait, où on se disait, on pourrait en fait avec un budget maîtrisé proposer, je sais pas, X berceaux en fait, donc place en crèche. Nous, on a en fait aujourd'hui plus de 75 en fait collaborateurs qui sont parents et qui pourraient potentiellement avoir besoin de ces berceaux, ce qu'on appelle donc ces places en crèche. Donc voilà, aujourd'hui, on a pris la décision de ne pas ouvrir seulement 5 ou 10 places en crèche et pour potentiellement faire des frustrés. Mais je pense que moi, j'en ai une et pas l'autre. Exactement. Bah oui. Mais après, il y a des solutions quand même de mettre des critères bien précis en place. Donc je pense que c'est un sujet qui va revenir en fait sur le tapis chez nous. Jérôme Ballarin, une question un peu politique en l'occurrence, parce qu'on se souvient des propos du président Macron lors de sa première campagne 2017. Les insiders, les outsiders, ceux qui étaient dans le monde du travail et qui bénéficiaient d'un certain confort du modèle social, et puis il y a ceux qui étaient à l'extérieur, et pas forcément des gens précaires, des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui ont monté leur boîte. J'ai envie de dire, pour eux, la qualité de vie au travail, elle n'est pas traitée de la même manière. Écoutez, objectivement. C'est un vrai sujet, en effet, les indépendants. En même temps, ils ont parfois choisi ce statut pour avoir plus de liberté d'organisation, pouvoir...
Je connais dans l'univers du conseil, par exemple. Des Organiser l'emploi du temps. Ils peuvent travailler 3 jours par semaine et s'arrêter le reste du temps. Si on revient à la discussion sur l'accueil des jeunes enfants, sur la garde, je pense aussi à des solutions organisationnelles. Par exemple, on a remis les trophées de la parentalité en entreprise fin décembre. Et, qui a été lauréat là, notamment KPMG qui a mis en place la semaine de 4 jours parentale pendant les 18 premiers mois après la naissance d'un enfant, travailler 80%, payer 100%. Voilà. Et aussi pour revenir au PME-TPE, dans nos enquêtes depuis 10 ans, on voit que souvent ces structures plus petites ou moyennes sont plus actives sur des sujets d'organisation du travail, sur des sujets de dialogue manager-collaborateur, parce que les faut bien s'organiser. Il y a une structure qui est un peu plus souple, plus agile, et donc contrairement à ce qu'on peut croire, c'est aussi des univers où les entreprises vont pouvoir répondre favorablement à pas mal de demandes. Vous vouliez intervenir? Non, je voulais juste revenir sur un des points qui a été évoqué, c'est que nous, on a énormément de clients qui sont des PE, des PME, c'est-à-dire qui n'ont qu'un berceau, parce que le modèle économique, effectivement, est un peu subtil, puisqu'il y a une avance de trésorerie la première année, c'est de l'ordre à peu près 15 000 € en fonction de... C'est pour ça que les gens se posent sans doute la question de combien ça coûte, mais en fonction de, voilà, si on a un grand groupe, si on prend beaucoup de berceaux, si on est en Île-de-France ou en province, mais c'est de cet ordre-là. Et par le truchement du crédit impôt famille et de l'impôt sur les sociétés, des réductions, la deuxième année, on est sur l'ordre de 300 € par mois par berceau. Donc c'est quelque chose qui s'absorbe assez bien. C'est un léger surcoût en deuxième année offert par l'entreprise pour ses collaborateurs. Voilà, c'est bien ça. Hein. Oui. D'accord. Donc, voilà, quand on est à la recherche de talents, quand on veut les fidéliser dans le temps, un budget autour de 300 € par mois. Je vois Justine qui est en train de vous écouter avec intérêt. Hein. Vous êtes en train de faire en tout cas, vous allez vous revoir. Parce que c'est ça aussi l'enjeu pour vous économique, il faut le dire. C'est donner aussi envie aux entreprises d'aller prendre des berceaux, comme vous dites, pour qu'elles améliorent la qualité de vie. La question est sur la table pour conclure, chez vous, là, sans qu'il y ait de conclusif. Hein. On ne vous demande pas de signer le contrat. Mais concrètement, pourquoi vous hésitez? Pour des questions de coût, peut-être? En fait, c'est pas qu'une question de coût, parce qu'on pourrait, en fait, et la discussion avait été, en fait, on avait eu cette discussion-là avant le Covid même, de place, en fait, en crèche. On s'est dit, on peut donner, en fait, tant de budget. En fait, c'était plus après la question de... on va faire en fait potentiellement 10 heureux pour en fait 60 qui vont être frustrés. Après, on en parlait tout à l'heure. Je pense que si on met des critères bien précis en fait en place et qui sont même au-delà de juste l'ancienneté, mais qui peuvent être justement pour faciliter en fait les parents solos par exemple ou des choses comme ça, je pense que ça peut mieux passer que des critères autres. Un mot, 10 secondes pour conclure. Il y a encore du chemin à faire ou ça avance vite? Écoutez, ça avance assez vite. Il y a quand même, comme on se le disait, une vraie prise de conscience sur cette notion de performance humainement durable, sur la notion de sens. Prise de conscience, voilà. Ça me semble sur clair. Le fait de transformer les modèles économiques aujourd'hui, transformer les entreprises pour qu'elles donnent plus de sens. Le guide pratique de la parentalité en entreprise, tome 3, avec les employeurs, ça c'est la thématique. Ça fait 10 ans que vous avez créé cet observatoire en 2008 et maintenant on est en 2023, ça fait 15 ans. Vous pouvez vous le procurer évidemment en papier, mais aussi en ligne pour des questions écologiques aussi. C'est pratique de lire en ligne. Encore que ça a parfois des incidences. On remercie le groupe Grandir de nous avoir soutenus dans cette initiative. Grandir, la famille au cœur. Merci Jérôme Ballarin, président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Merci à Justine Garcia, DRH de e-Tracing. 200 recrutements, je le redis parce qu'on est aussi une émission qui parle recrutement. Mohamed Mokrani, merci DRH, les petits chaperons rouges. Et vous aussi, pour ceux qui auraient pris l'émission en cours, vous recrutez en ce moment dans votre belle entreprise 8000... On est 9000 collaborateurs, 9000 collaborateurs. Recrutements par an. 1200 recrutements par an. Vous recrutez beaucoup. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, énergie renouvelable. C'est un secteur qui recrute, c'est un secteur évidemment qui se développe à vitesse grand V. Et on en parle avec Mathieu Lassagne. Bonjour Mathieu. Bonjour. Président de The, je le dis bien, The Energy. The Energy, mais c'est pas THE, c'est ZE. Zéro émission. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Zéro émission énergie. Vous êtes un pur produit classique, polytechnicien, EDF, les grandes entreprises énergéticiennes. Puis un jour, vous dites, je vais voler de mes propres ailes, je crée cette entreprise, je fais du solaire et je développe évidemment tout ce qui est renouvelable.
Et là, vous recrutez. Racontez-moi d'abord un tout petit peu en un mot votre aventure et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sur un plateau de télé pour dire j'ai besoin de salariés dans plein de secteurs. C'est effectivement un long chemin qui m'a pris 20 ans. J'ai commencé chez EDF, ensuite Gaz de France, dans lequel j'ai appris le métier. J'ai appris le métier de l'analyse et des réseaux gaziers, de la vente d'électricité, de la production d'électricité. Et j'ai eu la chance de rencontrer en 2015 une PME, quand même 250 salariés, solaire direct, présente dans le secteur du solaire et qui me fait découvrir un secteur qui est nouveau pour moi et puis un mode de fonctionnement également qui est nouveau. Et effectivement, c'est une vraie découverte. Mathieu, c'est une mue en quelque sorte, avec toute l'expérience évidemment que vous avez embarquée de Gaz de France et d'EDF. Combien de collaborateurs vous recherchez? Et ce qu'on ne dit pas assez, ce ne sont pas uniquement des techniciens du panneau solaire. En fait, il y a 1000 métiers dans les énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, The Energy, c'est 30 salariés. Ça a doublé en un an et on va à nouveau doubler cette année. Donc beaucoup de recrutement et effectivement sur un spectre de fonctions très variées. On est un métier très local et donc il faut avant tout identifier le terrain, il faut obtenir les autorisations, il faut convaincre les parties prenantes locales, les élus, les riverains, les propriétaires fonciers et ensuite il faut réaliser la centrale. Donc il y a des métiers techniques, des métiers de construction, des métiers d'exploitation et des métiers de financement parce que ce sont de gros investissements et que sans argent, on ne fait rien. Deuxième centrale hybride, donc d'une plus grande ampleur, ça sera AGF, celle-là? Ça sera AGF, dans le Loir-et-Cher également. Dans le Loir-et-Cher, région que je connais bien, 18 MW, donc mégawatts, donc c'est gigantesque. Et ça servira à quoi très concrètement? Là, il faut d'abord le terrain, vous l'avez, donc il a fallu organiser tout cela. Et puis ensuite, il faut installer, puis déployer cette énergie, on est d'accord? Exactement, il faut construire, il faut transformer cette ancienne carrière sur le site de GF en centrale solaire. La particularité de The Energy, c'est qu'on équipe systématiquement nos centrales solaires de systèmes de stockage et qu'une fois que la centrale est construite et qu'elle produit l'électricité grâce au soleil, eh bien, il faut faire le choix de la piloter. Donc on a chez The Energy des métiers très spécifiques liés à la gestion de l'énergie, une sorte de trading d'énergie en temps réel, pour la positionner au moment où elle sera le mieux valorisée par les consommateurs. Alors vous êtes sur ce plateau de télé, d'habitude ce sont les RH, mais c'est vous qui pilotez aussi, parce qu'on voit que vous êtes ingénieur, président de l'entreprise et aussi des RH pour l'occasion. Là, aujourd'hui, face caméra, vous recherchez combien de personnes et quels sont les postes que vous recherchez? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ingénieurs qui disent aujourd'hui, moi je ne veux plus aller dans les mastodontes, je veux aller dans des entreprises qui donnent du sens. Et celle-ci, elle en a du sens. Alors on recherche des profils de développement foncier, des personnes qui identifient encore une fois les terrains et qui obtiennent les autorisations. C'est vraiment notre matériau de base. Comme les promoteurs. C'est exactement ça, c'est un métier de promotion immobilière, sauf qu'on ne construit pas des immeubles, on construit des centrales solaires et ensuite il faut les réaliser. Donc vraiment l'ensemble des métiers, aujourd'hui, je vous le disais, on cherche 30 collaborateurs sur l'année à venir. On est présent aujourd'hui en France et on se développe également en Italie et en Allemagne, donc vraiment un métier qui a un gros potentiel au niveau européen et mondial. Ça veut dire que votre entreprise, si vous revenez dans 3 ans, elle peut avoir 1500 salariés, puisque la vitesse où va la pression politique sur les énergies renouvelables et le solaire, enfin vous pouvez quoi? C'est quoi votre objectif là, à 5 ans? Alors notre objectif, c'est un objectif en mégawatts, en nombre de centrales installées. Et aujourd'hui, le facteur limitant dans le développement de ma société, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de sociétés, c'est les fonds, c'est le recrutement. Ce ne sont pas les fonds, c'est le recrutement. Et je pense que ça pose un vrai problème de société. Aujourd'hui, on a basculé, après le Covid, on ne s'en est pas rendu compte, mais on a basculé dans une société de pénurie. Pénurie de main-d'œuvre, pénurie de certains équipements. Pénurie de matières premières. Pénurie de matières premières, et il faut le réaliser. Aujourd'hui, la limitation pour le développement de sociétés comme la nôtre, on a d'autres acteurs dans les énergies renouvelables avec un modèle un peu différent, c'est réellement le personnel, les compétences. Merci d'être venu nous rendre visite, Mathieu Lassagne, président de The Energy. Allez sur le site et vous aurez évidemment toutes les informations sur ces emplois que recherche le président de cette entreprise. Merci à vous, nous sommes un tout petit peu en retard. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Romain à la réalisation, merci à Saïd pour le son et merci à l'équipe de programmation. Merci à Nicolas Juchat et puis je salue l'arrivée d'Alexis qui nous rejoint dans l'équipe. Je vous dis merci à vous, merci de votre fidélité. Bye bye.